C'est bon, on va commencer. Alors, on va reprendre un peu en avant de la dernière fois. Donc là, on va revoir les orbitales moléculaires quand on fait des hybridations. Donc, on va reprendre depuis le début là. Donc, quand on a une combinaison d'une orbitale atomique S avec une orbitale atomique P, on se retrouve du coup avec des orbitales hybrides SP. Et l'angle entre ces deux orbitales, il vaut 180 degrés. Le plus important, c'est retenir 180 degrés. Après, comme pareil, quand c'est une orbitale atomique S avec 2p, on retient que ça fait une sp2 et que l'angle entre les trois orbitales, c'est 120 degrés. Le plus important à retenir, c'est toujours ça. Hop là. Et après, quand c'est une orbitale S avec 3 orbitales P, on se retrouve avec 4 orbitales hybrides sp3. Donc là, par contre, on retient que ça va avoir une forme tétraédrique. Voilà. Donc, ça a la forme d'un tétraèdre, tétraèdre. Et l'angle entre les orbitales, il vaut 109 degrés. Le virgule 28, on s'en fout, on ne le retient pas. Donc, quand on fusionne toutes ces orbitales, on va se retrouver avec 4. Même si elles ne sont pas habitées par des électrons, elles existent. Donc, elles sont toujours là. Donc, on va voir à quoi ça sert, ces orbitales hybrides. Donc, par exemple, on prend l'exemple du beryllium avec deux hydrogènes, deux atomes d'hydrogène. Ça nous donne l'hydrure de beryllium. Et comment on fait pour justement avoir cette molécule? Parce qu'on a le Be qui a un Z égale 4. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on remplit les cases quantiques, on se retrouve avec ça. Hop là. Donc, ça, c'est les 1s, 2s. Comme il y a 4 électrons, on se retrouve comme ça. Tac, 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 tac. Sauf que pour faire des liaisons, il faut justement que... Il y a un message. Non, c'est bon. Pour faire des liaisons, il faut qu'il y ait des électrons qui soient libres. Donc là, ces deux électrons-là, il va falloir les rendre libres, justement, en les mettant dans deux cases différentes. Donc, comment on va faire? On sait qu'il existe, parce qu'on a dit que toujours elles existent les autres orbitales. Donc là, il y a la 2s, et après, on sait qu'il y a la 2p qui est derrière, avec trois cas, justement. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre L, on va prendre la première case, et on va les fusionner ensemble. C'est ça qu'on a dit une orbitale SP. Parce qu'on va prendre une case de la 2p, et on va la fusionner avec la 2s. Et donc, c'est comme on voit là. Hop là. Ici, on a fusionné la S avec la P. Et du coup, ça nous permet d'avoir deux électrons libres qui seront disponibles pour la liaison. Et donc là, on va se retrouver avec une hybridation digonale. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec une molécule linéaire. C'est très important à retenir. Quand on a deux orbitales sp, on se retrouve obligatoirement avec une molécule linéaire. C'est important à retenir ça parce que ça tombe souvent en question. Par exemple, il faut retenir que l'hydrure de beryllium, c'est une molécule linéaire. Voilà. Hop là. Donc maintenant, pour le boran BH3, là, on voit qu'il faut 3 électrons libres pour justement pouvoir faire ces liaisons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose que la dernière fois, donc tout à l'heure. Tac. Hop là. Le boran B, du coup, il a Z égale 5. Donc, quand on remplit les cases, on se retrouve avec ça. Mais il n'y a pas 3 électrons qui sont libres pour faire les liaisons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va fusionner la 2S avec deux cases de 2P. Donc, la configuration envisageable, c'est ça. Là, on voit bien qu'il y a 3 électrons libres, donc 3 liaisons possibles. Le problème, c'est que, voilà, j'ai oublié de vous dire ça, pour pouvoir faire des liaisons, il faut que les orbitales elles soient de même énergie. Et donc, ce qui est bien avec quand on hybride
des orbitales, c'est qu'on se retrouve avec des orbitales de même énergie. Donc, hop là, ces 3 orbitales-là, elles auront la même énergie, donc on pourra faire des liaisons avec. Donc là, on se retrouve avec 3 électrons célibataires. Donc, on se retrouve avec une hybridation sp2. Ça va donner une hybridation trigonale, c'est-à-dire que la molécule, elle va être plane. Donc, à retenir, le borane BH3, c'est une molécule plane. Hop là, maintenant, on va se retrouver avec le méthane. Donc, c'est un atome de carbone avec 4 hydrogènes. Donc, le carbone, son numéro atomique, c'est 6. Donc, ça veut dire qu'il a 6 électrons. Donc, on se retrouve quand on remplit les cases avec ça. Le problème, c'est qu'on n'a que seulement 2 électrons célibataires, alors qu'il nous en faut 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Encore pareil. La seule solution, c'est de faire ça. Hop, ça ne marche pas. Attendez. Hop, voilà. Ces deux encore fusionner la 2S avec les 2P. Cette fois-ci, on va utiliser les trois cases de la 2P. Donc voilà, on se retrouve avec 4 électrons célibataires. La molécule, elle va ressembler à ça. C'est un tétraèdre. L'angle entre les liaisons, il vaut 109 degrés. Voilà. C'est ni plat, c'est ni linéaire, c'est un tétraèdre. Et il faut retenir que c'est 109 degrés entre chaque atome d'hydrogène. Alors maintenant, on va prendre un autre exemple, l'ammoniac NH3. Donc lui, il a un numéro atomique Z égale 7. Et il est directement, quand on voit ses cases quantiques, il est rempli comme ça. Il y a 3 électrons libres, NH3, 3 hydrogènes. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire les liaisons comme ça. Parce que quoi? Parce qu'ici, il y a un doublé. Hop là. Tac, tac. Le problème, c'est le doublé libre. Celui-là, au niveau du 2S, il va poser problème dans les orbitales. Bon, ça, ce n'est pas très important à retenir. Il faut juste retenir que c'est obligatoire de l'hybrider. Donc, on va se retrouver avec une sp3. Voilà. Donc, sp3, on a dit que normalement, c'était 109 degrés. Le problème, c'est que ici, quand on dessine la molécule, on voit qu'il y a un doublé libre. Et ce qu'il va faire, ce doublé, c'est qu'il va repousser les autres atomes d'hydrogène. Donc, on va plus se retrouver avec 109 degrés entre les atomes d'hydrogène, mais on va se retrouver avec 107 degrés. Donc, à retenir, pour l'ammoniac, on se retrouve avec une structure tétraédrique avec des angles de 107 degrés au lieu de 109 degrés. Donc là, pareil pour la molécule d'eau, H2O. Donc, c'est quoi le problème ici? Ici, on se retrouve pareil avec deux doublés non liants, celui-là et celui-là. Donc, quand on va hybrider, toujours pareil, on va se retrouver avec une sp3. Hop là, sauf que, toujours pareil, les doublés non liants, ils sont ici, là et là. Ils vont repousser les atomes d'hydrogène. Donc, là, maintenant, comme il y en a 2, ça va être encore plus fort, la force. Donc, on ne se retrouve plus avec 107 comme l'ammoniac, mais là, on se retrouve avec 104,5. Voilà. Vous avez compris ou pas? Oui. Allez, ça va passer à la suite alors. Vous l'avez le cours comme ça ou pas? Ou je demande à Dan qui vous l'envoie? Je crois qu'on l'a pas. Ok, ça, je vais dire à Dan, il va vous l'envoyer, comme ça, si vous Merci. voulez réviser. Allez, voilà. Maintenant, on continue. Ça, c'est la même truc que tout à l'heure. Hop là. Voilà. Donc là, maintenant, on va se retrouver avec un autre cas. C'est plus
seulement avec des hydrogènes. Maintenant, on voit que là, ici, si on regarde cet atome de carbone, bah, il y a le poly, mais ça, c'est le cours, ça. C'est des explications en plus dessus. Donc, on voit que cet atome de carbone, il est lié à 3 hydrogènes, mais aussi avec un atome de carbone. Donc, on va voir ce que ça va faire. Hop là. Donc, comme on a vu, il doit faire du coup toujours 3 liaisons. Ces 3 liaisons, elles vont être toujours normales. Pardon, 4 liaisons. Donc, on a dit quand c'est 4 liaisons, c'est sp3. Donc, cet atome de carbone, il est hybridé sp3. Et celui-là aussi, parce qu'il fait la même chose. Et ce qu'on voit, c'est que si on prend les 2 atomes de carbone, ils peuvent bouger dans l'espace. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas la molécule n'est pas plane ou elle n'est pas linéaire. C'est ça qu'il faut retenir. Donc là, vous allez voir pourquoi dans la molécule d'après. Voilà, maintenant, on va prendre l'exemple de l'éthylène. L'éthylène, c'est C2H4. La molécule, elle ressemble à ça. Hop là, quand on dessine comme ça. Ça fait ça. Tac. Elle ressemble à ça, la molécule. Donc là, on voit par contre que les 2 atomes de carbone, ils font quoi? Ils font une double liaison, chacun avec l'atome de carbone, et 2 liaisons avec les atomes d'hydrogène. Donc qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que pour la double liaison, on va se retrouver avec une liaison de type sigma et une liaison de type pi. On avait déjà vu, c'était quoi les liaisons pi la dernière fois. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que la liaison pi, elle va être différente des autres liaisons. Donc, regardez ici comment ça se passe. Donc ça, c'est le carbone dans sa configuration initiale. Après, on va devoir l'hybrider, comme on a dit à chaque fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une hybridation sp2 et on va se retrouver avec notre orbital de niveau d'énergie différent. Donc, quand on a dit qu'on se retrouve avec des sp2, les angles entre les molécules, c'est 120 degrés. Vous êtes d'accord ou pas du tout? Ou pas? Allô? Bon, tant pis. Ok, ça va, nickel. Donc, hop là, la configuration, ça va être celle-ci. Et on a dit toujours, quand c'est sp2, on se retrouve avec une molécule, avec une liaison qui va être plane. Donc voilà, 120 degrés entre les liaisons, entre les liaisons. Donc du coup, ce que ça va faire, c'est que la liaison pi, ça va être une de celles-ci, qui va être celle-ci, et la molécule, elle va plus bouger. La molécule, elle va rester comme ça. On ne peut pas la bouger dans l'espace, comme on a dit pour celle d'avant. La liaison pi, elle permet de figer la molécule. Voilà. Donc, je ne sais pas si on vous a déjà expliqué ça. Est-ce qu'on vous a dit, on a déjà parlé de molécules trans et de molécules cis? Ok, vous l'avez déjà fait en chimie organique. Du coup, vous voyez bien que on peut avoir une rotation. Hop là, mince. Entre ces deux-là, en vrai. Tac et tac. Donc, si on a les deux A qui sont en haut, on se retrouve avec une molécule 6. Et si c'est les molécules, si c'est l'inverse, on se retrouve avec une molécule trans. Donc, ça, moi, il faut juste retenir ça, c'est super important. Comme chimie organique, vous allez le voir une tonne de fois. Et après, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ça. Ah oui, et c'est important parce que ça peut faire des stéréoisomères.
des stéréoisomères, on se retrouve avec des molécules qui sont différentes, qui ont des propriétés physiques différentes. Et voilà, il faut se souvenir que c'est important. Hop là, c'est l'acétylène. Ça, c'est une triple liaison. Du coup, hop là, on va hybrider SP. SP, on a dit c'est 180 degrés. La molécule, elle va être linéaire. Ça va faire ça comme molécule. Hop là. Donc là, la molécule, elle est complètement figée. Et du coup, voilà, il faut se tenir que l'éthylène, c'est linéaire. C'est linéaire, oui, et c'est une hybridation SP. Donc, on retient que pour l'acétylène, c'est une hybridation SP, que pour l'éthylène, c'est une hybridation SP2, et que pour l'éthane, c'est une hybridation SP3. Hop là, bon, le benzène, on s'en fout, on va passer. Voilà, maintenant, on va retourner au complexe métallique. Je crois que je vous avais commencé à vous expliquer la dernière fois, non? Vous en rappelez ou pas? Le début? Un peu. Je n'ai pas entendu, tu as dit quoi? J'ai dit, on s'en rappelle un peu. Un peu? Vas-y, ça va, on va bien reprendre alors. Alors voilà, c'est ça un point du cours qui est important. Donc, qu'est-ce que c'est liaison de coordination? C'est des liaisons coordinatives, des liaisons de complexes métalliques. Ce sont des liaisons entre des métaux et des ligands. Ce qu'il faut retenir, c'est les complexes, des liaisons entre un métal et un ligand. Donc, un complexe métallique, c'est toujours la combinaison d'un métal avec un ou plusieurs ligands. On parle de chimie de coordination, différence halogène-halogéneur. Tac, tac, ok, on s'en fout. Donc, le ligand dans un même complexe peut avoir une réactivité différente selon les conditions. La plupart des métaux ou des ions peuvent former des complexes, pas tous, à condition qu'il y ait des orbitales D ou F incomplètes à l'état électronique. Voilà. Du coup, tous les métaux peuvent faire des liaisons de coordination. Le point important, c'est qu'il faut qu'il y ait des orbitales D ou F incomplètes à l'état électronique. C'est-à-dire que il faut que les cases des orbitales D ou F, elles ne soient pas remplies. Il faut qu'il y en ait certaines qui ne soient pas remplies. Alors, une liaison de coordination se forme entre deux atomes, l'un nommé donneur et l'autre accepteur. L'accepteur, c'est toujours le métal et le donneur, c'est le ligand. Donc, on a dit que le donneur il doit posséder sur sa couche de valence un doublet électronique libre qu'il fournit à l'accepteur pour former la liaison. Hop là, un doublet électronique libre, c'est quoi? C'est comme on a dit tout à l'heure. Je vais essayer de revenir. Voilà, comme la molécule d'eau. Ça, ces deux-là, c'est des doublets non liants, des doublets libres qui peuvent permettre de faire des liaisons de coordination. En fait, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, la molécule d'eau, elle va donner ce doublet-là à un métal, et quand il va le donner, ça va permettre de faire une liaison. Voilà, c'est tout simple. Voilà. OK. Donc, contrairement aux liaisons covalentes, il y a toujours un donneur, un accepteur. Une liaison covalente, on dit c'est chacun des atomes qui va donner un électron. Alors que là, c'est un qui donne et l'autre, il reçoit. Donc, le ligand il va s'associer avec le métal. Le métal a obligatoirement une orbitale vide sur sa couche de valence. Il n'y a pas d'échange et ce n'est pas une liaison covalente. Voilà. Ce n'est pas donnant-donnant, c'est juste un qui donne et l'autre qui reçoit. Dans le cas de l'eau, un des doublets non liants de l'oxygène est capable de faire la liaison de coordination et va apporter les électrons dans l'orbitale vide du métal, comme je vous ai expliqué. La mise en commun se fait par paire. Il n'y a jamais d'électron seul. Donc, on ne va jamais se retrouver avec un seul électron. Il faut toujours qu'il y ait un doublé. Ce n'est pas un tout seul, il faut qu'il y ait un doublé à chaque fois. Tac, tac. Ce sont les électrons du doublé non liants qui vont participer à la liaison de coordination. Okay. Donc, charge électrique. La charge électrique globale d'un complexe est égale à la somme algébrique des charges de l'espèce métallique et de celle des ligands, ceux-ci sont ioniques. Cette charge est indiquée par un exposant à l'extérieur des crochets encadrant la formule du complexe. Hop là. Donc, pour vous montrer un exemple
Pour ça, celui-là, on voit que là, il n'y a rien marqué, c'est comme s'il y avait un 0. Donc la charge, elle est nulle. C'est tout. Voilà, la charge électrique globale permet de calculer le degré ou le nombre d'oxydation de l'espèce métallique du complexe. Donc, l'exposant qu'il y a, par exemple, là, c'était le 0, va nous permettre de retrouver, par exemple, si c'était un H+, ou un truc comme ça. Donc, il faut retrouver par exemple, si c'est un ion Cl-, un truc comme ça. Donc, hop là, donc voilà, vous avez dû voir en chimie orga, les halogènes, et ça devient des halogénures du moment où ils récupèrent un électron, ils deviennent -1. Donc, ça devient des ions halogénures, comme par exemple le Cl-. Le Cl-, c'est un halogénure. OK. OK. Voilà, maintenant, le nombre d'oxydation. Donc, connaissant le nombre d'oxydation, par exemple, c'est comme je vous ai dit pour le Cl-. Le moins, c'est le nombre d'oxydation du Cl. Par exemple, pour l'H+, le nombre d'oxydation, c'est +1. Pour le Cl, c'est -1. Voilà, c'est juste ça. Donc, voilà. Dans un complexe neutre, comme on a vu ici, celui-là, c'est-à-dire que la somme, par exemple, ici, là, c'est Cl-, du coup, ça fait -2. Tac. Le NH3, on sait qu'il est neutre, du coup, c'est 0. Et celui-là, on veut savoir c'est quoi son nombre d'oxydation. Du coup, on le note X. On sait que tout ça, c'est égal à 0. Donc, X est égal à 2. Donc là, ça veut dire que notre métal, c'est ça, c'est Pt2+. Voilà, c'est juste ce que ça veut dire, la phrase que je viens de dire. Je vais trop vite ou vous comprenez? Ça va un peu. Non, si vous voulez, je vais un peu plus doucement. Non, mais là, ça va, c'est bon. Ok, ça va. Parce que je vais vite, comme la dernière fois, on avait déjà vu un peu. C'est histoire juste de vous remettre dans le bain. Donc, et par exemple, si c'est un complexe ionique, la somme de tous les nombres d'oxydation est égale à la charge de cette ion. Voilà, rien de fou. Indice de coordination. Donc, l'indice de coordination, c'est quoi? C'est le nombre de liaisons formées entre l'atome central avec des ligands. Voilà, donc on a dit à quoi ça ressemble, par exemple, un complexe. Donc là, on va se retrouver avec une molécule, par exemple, là, c'était le PT, comme on a vu juste avant. Et là, il va faire plein de liaisons avec des autres molécules. Donc, lui, il est au milieu. Et on a dit tout à l'heure, il y avait 2 Cl, du coup, là, 2 Cl et 2 ammoniac, donc NH3. Tac, tac. Le complexe, il va ressembler à ça. Voilà. Avec une forme particulière qu'on verra tout à l'heure. Hop là, tac, tac. Donc, les valeurs les plus fréquentes, c'est 2, 4, 6, comme je l'ai dit. Hop là, c'est bon. Donc, voilà. On a dit, là, pour trouver le nombre d'oxydation du platine, c'est comme on a dit tout à l'heure, on fait ce calcul-là. Donc, le nombre d'oxydation du platine, c'est ce qu'on cherche. On sait que pour le NH3, c'est non chargé, donc c'est 2 fois 0. Et pour le Cl-, c'est une charge négative. Il y en a 2, du coup, 2 fois -1 est égal à 0. Hop là, on a fait le calcul. Le nombre d'oxydation du platine, c'est +2. Donc, Pt2+, ou Pt comme ça, on écrit comme ça. Et maintenant, l'indice de coordination, c'est quoi? On a dit qu'il y a 2 ammoniac et 2 Cl. Donc, on va se retrouver avec 4 liaisons. Donc, 4 liaisons de coordination. Donc, le platine et le métal, c'est l'accepteur. L'ammoniac a un double non-liant sur l'azote dans l'hybridation sp3, il est donneur. Oui, comme on avait vu juste avant, là, quand ça fait 107 degrés pour l'ammoniac, on a dit qu'il y avait un doublé non-liant. Et c'est celui-là qui va permettre la liaison de coordination. Tac, tac, ok. Donc, c'est bon. On va passer à la suite. Donc, maintenant, on va voir la géométrie de ces complexes. Donc, vous avez vite parlé des orbitales quand elles sont dégénérées. Donc, dégénérées, par exemple, pour les D, on dit qu'il y a 5 orbitales.
comme on avait dit la dernière fois. Et elles ont toutes le même niveau d'énergie. Sauf que quand on applique un champ électrique sur ces orbitales, on va avoir ce qui s'appelle une levée de dégénérescence. C'est quoi ça, une levée de dégénérescence? Ça veut dire qu'on va se retrouver avec deux niveaux d'énergie différents. Ça veut dire que ces trois-là, elles vont toujours avoir le même niveau d'énergie, mais elles vont avoir un niveau d'énergie différent de ces deux-là. Donc, ces trois orbitales et ces deux-là, elles vont être différentes. Ok. Là, il faut juste savoir ce que c'est une levée de dégénérescence. Ça veut dire que les orbitales, elles ne vont plus avoir le même niveau d'énergie. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on va avoir plusieurs ligands. On va avoir des ligands à champ fort et des ligands à champ faible. Donc on comprend bien que s'il y a un ligand à champ fort, on va se retrouver avec une forte levée de dégénérescence. Mais si on se retrouve avec un ligand à champ faible, on va se retrouver avec une faible levée de dégénérescence. Qu'est-ce que ça va induire? Ça va induire que l'écart d'énergie entre ces deux-là, il va être différent. Avec un ligand à champ fort, on va avoir un niveau d'énergie qui va être différent, beaucoup plus différent qu'avec celui-là. Donc, à champ faible, on peut considérer qu'au final, ces 5 orbitales, elles sont quand même équivalentes au niveau énergétique. OK. Donc, voilà, c'est quoi ce qui va se passer? Donc, par exemple, on se retrouve avec un atome de configuration D5. Donc, D5, hop là, on dit qu'il y a toujours 5 cases. 1, 2, 3. Hop là, D5. Donc, on a dit on remplit toujours comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va voir ce que ça va faire quand on applique une forte levée de dégénérescence. Donc, avec un ligand à champ fort, on va se retrouver 1, 2, 3. Et les deux en haut, elles vont être plus éloignées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on remplit, on va devoir d'abord remplir les cases du bas. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et si, par exemple, on avait plus d'électrons, on aurait d'abord fini de remplir celle-là avant de remplir celle du dessus. Et par contre, quand on se retrouve avec un ligand à champ faible, c'est quoi ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir tac, tac. On va remplir comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. On ne va pas d'abord remplir celle du bas, puis après celle du haut. On les remplit tous en même temps. C'est clair? Oui. Allez, nickel. Ça, c'est super important à retenir. Parce que ça va être... tu veux que je le réexplique? Alors, regarde. Quand tu prends un ligand à champ faible, je prends le stylo. Un ligand à champ faible, ce qu'il va faire, c'est que, regarde la différence là, rien que sur le schéma. Ils vont être plus rapprochés que quand tu as un ligand à champ fort. Donc, quand tu vas remplir tes cases quantiques avec un ligand à champ faible, tu vas te retrouver avec une faible levée de dégénérescence. Donc, ça veut dire que tu considères que ces 5 cases, c'est comme si en gros, si tu veux, elles étaient côte à côte. Alors que pour le ligand à champ fort, tu retiens que tu vas te retrouver avec ça, avec deux niveaux d'énergie différents, donc 3 cases d'un côté et 2 de l'autre qui sont indépendantes. C'est-à-dire que d'abord, il faut que tu remplisses ces 3 et après, tu remplisses les deux d'après. Donc, champ faible, tu remplis tout en même temps et champ fort, tu remplis d'abord celle du bas et après celle du haut. C'est bon? Nickel. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça va induire, ça? Ben, je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait on parlait de spin. Donc, les spins, on regarde les cases qui sont pleines et les cases qui sont vides, qui ont juste un seul électron. Donc là, on va se retrouver quoi? Avec un seul électron libre. Et là, on va se retrouver avec 5 électrons libres.
Donc, qu'est-ce que ça va faire sur le spin? Donc, on avait dit que quand il y en a un qui est libre, ça va faire un demi. Donc, là, il n'y en a qu'un seul qui est libre. Du coup, le spin total de la molécule, il va être de 1 demi. Et de l'autre côté, on a 5 électrons libres. Donc, 5 fois 1 demi. Du coup, ça fait 5 demi. Ça fait 4... non, ça fait 2,5. Donc, on se retrouve quand même avec un spin fort par rapport à l'autre. Donc, ça veut dire que ces molécules-là, elles ne vont pas avoir la même, comment on dit, le même comportement dans un champ magnétique. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, quand on a un ligand à champ fort, on va se retrouver avec un spin total faible. Et quand on a un ligand à champ faible, on va se retrouver avec un spin fort. Donc, on retient, en fait, c'est l'opposé. Ligand champ fort, ça donne un spin faible. Et ligand champ faible, ça donne un spin fort. On va voir qu'il y a des molécules où ça n'a aucune importance, ligand champ faible ou ligand champ fort. Par exemple, quand on a des molécules qui sont en D1 ou en D3. Ça veut dire que dans la D, on n'a que un électron ou au maximum 3. Donc, qu'est-ce que ça va faire? S'il y a une faible levée de dégénérescence, on va toujours remplir. En fait, on va toujours remplir la même chose. Regardez. Et là, si c'est une faible. Là, pardon, j'ai fait mal. On va toujours remplir que la première case ou au maximum les 3 premières cases. Et s'il y a une forte levée de dégénérescence, ça va être toujours pareil. On va toujours remplir les 3 cases. Donc, au final, on aura toujours 3 électrons, libres, que ce soit une forte levée de dégénérescence ou une faible levée de dégénérescence. Vous avez compris ça ou pas? Oui, ça va. Voilà. En fait, la levée de dégénérescence, elle ne va pas impacter ces molécules. Donc, voilà. On va voir c'est quoi maintenant un ligand à champ faible et un ligand à champ fort. Donc, il faut retenir un peu ça, il faut le retenir. Que ceux-là, IBRCLFOH, c'est des ligands à champ faible. Et NH3, NO2-, CN-, CO, c'est des ligands à champ fort. L'eau, c'est un cas particulier. Parce que l'eau, ça peut être un ligand à champ faible ou un ligand à champ fort. Ça dépend des cas. En fait, c'est nous qui allons choisir si l'H2O, ça va être un ligand à champ fort ou un ligand à champ faible. OK. Donc voilà, maintenant on va voir un exemple d'un complexe. Donc Fe, H2O, 6, 2+. Donc voilà, 6 ici, c'est pour nous dire qu'il y a 6 liaisons de coordination. On sait que l'H2O, c'est neutre. Donc la charge de la 2+, c'est la charge du fer. Donc ça fait Fe 2+. Donc le Z du 26, du Fe, c'est 26. Hop là, donc quand on remplit les cases, on se retrouve avec ça, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Le truc, c'est que on se retrouve avec un Fe2+, donc il a perdu 2 électrons. Donc, il faut qu'on enlève 2 électrons. Donc, on enlève lesquels? On enlève ceux de la 4S. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le ligand H2O au sein de la série spectrochimique peut être considéré à champ fort ou à champ faible. Ah, je ne vous ai pas expliqué, vous avez déjà vu la version de Kleshowski ou pas? Non. Ah, vous n'avez jamais vu? C'est très compliqué. Comment je vais vous expliquer ça? Parce que ça, je ne l'ai pas pour vous expliquer. Attendez. Putain, c'est chiant ça.
Bon, allez. Alors, c'est tac, tac. Hop. OK. Donc, vous vous rappelez des N, des L et tout? C'est les nombres quantiques, là. Oui, ça, oui. OK. Donc, on a dit que N, ça va de 1 à plus l'infini, et L, ça va de 0 à moins N. C'est bon? Donc, là, on se retrouve le premier cas 0, 1, 2, 3. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4. Ok, du coup, c'était quoi déjà? Putain, non, je ne me rappelle plus trop. Donc, voilà, là, c'est la 1S, la 2S, la 2P, S, S. Ok, alors voilà. Donc, comment on remplit les cases? Donc, on commence. La première, ça va être celle-là. La deuxième, ça va être la 2S2. Après, c'est la 2P. Après, c'est la 3S. Après, c'est la 3P. Et après, regardez. On a dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on les remplit par niveau d'énergie croissant. C'est bon ça ou pas? Non, là, tu peux l'expliquer, s'il te plaît. Ok, alors je vais réexpliquer. Alors, regardez. Tac. Tac. Vous l'avez déjà vu ce tableau comme ça, non? Oui, oui, ça oui. Ok. Donc, on a dit on remplit par niveau d'énergie croissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on remplit, c'est-à-dire qu'on fait la somme de n plus l. Et ça, c'est l'ordre dans lequel on remplit. Par exemple, la première, on fait n plus l, ça fait 1 plus 0, ça fait 1, c'est la première, il n'y a que l. Parce que si on regarde la deuxième, la S2, ça fait 2 plus 0, ça fait 2. Elle va être plus grande que celle d'avant. Vous avez compris ça ou pas? Ok, c'est bon. C'est bon? Donc voilà, maintenant si on continue à faire comme ça, la troisième, c'est la 2P. Donc ça fait 2 plus 1, 3. Maintenant, après la S, regardez, ça fait 3 plus 0, ça fait 3. Donc là, il y a un problème parce que celle d'avant, la P, c'était 2 plus 1, ça fait 3. Donc comment on fait dans ces cas-là? C'est par niveau croissant. C'est-à-dire que on remplit d'abord celle qui a un n le plus petit. Donc on est d'accord que pour le P, le n il est égal à 2, c'est plus petit que le n est égal à 3. Donc on remplit d'abord la P. OK? C'est bon, je réexplique. N'hésitez pas, hein. Non, c'est bon, je crois. OK, ça va. Donc après, si on regarde la 3P, ça fait 3 plus 1, 4. OK? Et maintenant, pour la 3D, ça fait 3 plus 2, 5. Le problème, c'est que la 4S, ça fait 4 plus 0, 4. OK? Donc, on doit d'abord remplir la 4S avant de remplir la 3D. OK? Et ça, en fait, c'est l'inversion de Kleshowski. C'était clair ça ou pas? Oui, oui. Oui, c'est Tout le bon. monde, tout le monde, c'est bon? Comme là, la somme de n plus l, ça vaut 4, et pour la d, ça vaut 5. Donc, d'abord, on remplit la 4S avant de remplir la 3D. Sûr? On repasse au cours? Bon, ok, on repasse au cours. J'espère que vous avez compris. Donc voilà, du coup, là, on la voit où la version de Kleshowski?
c'est que là, regardez. Mince, c'est le tableau. Là, on a d'abord rempli la 4S et après, on a rempli la 3D. Voilà, c'est juste ça, la version de Krzyzewski. Mais maintenant, quand on a dit qu'on devait enlever 2 électrons, parce que le tome de fer, il a perdu 2 électrons pour se transformer en Fe2+, on les enlève sur la 4S. Les électrons, il faut juste retenir ça, ce n'est pas important. Les 2 électrons, on va les enlever sur la 4S, on ne les enlève pas sur la 3D. Hop là. Donc, OK. Donc, maintenant, on va se retrouver, on va prendre le cas où l'H2O, ça va être un ligand à champ faible. Donc, on a dit faible levé de dégénérescence. On a dit que sur la couche, la dernière couche, la D, hop là, c'était une 3D6, donc il y a 6 électrons sur cette couche. Donc, quand on a une faible levée de dégénérescence, on remplit comme ça. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, vous êtes d'accord? C'est une faible. Oui. Du coup, on remplit dans l'ordre. Voilà. Donc, on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4 électrons libres. 4 fois 1,5, ça fait quoi? Ça fait 2. Donc, le spin de la molécule, il va être de combien? Bon, de 2. OK, ça va. Maintenant, le problème, c'est qu'on a dit qu'il y avait 6 liaisons de coordination. Vous êtes d'accord ou pas? 6 liaisons de coordination, il faut des orbitales pour mettre ces 6 doublés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher les orbitales qui sont au-delà de la 3D. Donc, on prend la 4S, la 4P et la 4D. Voilà. Donc, quand on les prend, elles sont là. Et nous, dans ces cases, on en a besoin de 6. Parce qu'on a 6 liaisons. Donc, on va en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, quand on va hybrider, on va prendre une de la S, les 3 de la P et 2 de la D. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec une hybridation S, P3, D2. P3 parce qu'on en a pris 3 de la P et D2 parce qu'on en a pris 2 de la D. Là. Donc, voilà. Là, on a hybridé. On se retrouve avec des orbitales sp3d2. Là, il y a 6 cases libres. Elles vont permettre de recevoir les 6 doublés non liants des atomes de l'eau, de l'H2O, pour permettre de créer ce complexe. Donc voilà, il y a 6 ligands. Donc, il doit y avoir 6 orbitales de même énergie. Donc, on est obligé d'hybrider. Voilà, c'est tout. C'est clair ou pas? Dites-moi si je dois l'expliquer ou quoi, c'est pas un problème. Hein. Parce que c'est une notion qui est importante à retenir, quoi. Je veux bien que vous ayez compris. N'hésitez pas, hein, c'est pas grave. Hein. Peut-être que j'explique mal ou quoi, vous me dites. Donc, du coup, je passe à la suite ou pas? Bon, Oui. ok. Allez, ça va. Donc, maintenant, on va voir à quoi ça ressemble dans l'espace, cette molécule. Hop là. Donc, FeH2O6 de plus avec H2O à ligand champ faible. Donc, c'est celle qu'on vient de faire. Donc, hybridation sp3d2. Le spin total de la molécule vaut S est égal à 4,5. OK, 4,5, pourquoi? Parce que là, il y a 4 électrons qui sont libres. Donc, on a dit quand c'est différent de 0, la molécule, elle est paramagnétique. On a dit ça il y a 2 semaines.
Donc, il faut s'en rappeler un peu. Quand ça vaut 0, la molécule elle est diamagnétique. Et quand elle est supérieure à 0, elle est paramagnétique. Donc voilà, il faut retenir que Fe, H2O, 6 de plus avec H2O, ligand champ faible, la molécule est paramagnétique. Donc sa géométrie, ça va être quoi? Ça va être octaédrique avec une hybridation sp3d2. Donc on retient hybridation sp3d2, la molécule est octaédrique. Donc là, elle ressemble à ça, la molécule. Voilà. Donc toutes les liaisons font 90 degrés. Ok, ça il ne faut pas trop retenir, les liaisons font 90 degrés, c'est pas le important. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe quand on prend l'H2O à ligand à champ fort. Donc on a dit quoi? On a dit, tac, là il y en a 3 cases, là il y en a 2 cases en haut. Quand c'est à champ fort, on remplit d'abord celle du bas et après celle du haut. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les cases du haut, elles sont vides. OK? Maintenant, on va avoir le même problème. Il va nous falloir, là, on a déjà 2 cases, mais il nous en faut encore 4. Donc, on va les chercher. On reprend là. 1, 2, 3, 4. Donc, il va nous falloir une orbitale de la 4S et les 3 orbitales de la 4P. Donc, le nom, ça va être simple. Donc, on a quoi? Là, on a 2 cases de la D2. Donc, ça fait quoi? Ça fait D2. On a une case de la SS. Et on a 3 cases de la P, ça fait P3. Du coup, ça fait D2SP3. Cette hybridation, elle s'appelle D2SP3. Voilà. Mince. Voilà. OK. Voilà. Donc là, par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que tous les électrons, ils sont appareillés ensemble. Donc ça veut dire quoi? On n'a pas un seul électron qui est libre. Donc le spin de la molécule, il va être nul. Donc la molécule, elle va être diamagnétique. Donc c'est ça la différence avec celle d'avant. Ça veut dire que là, on va se retrouver avec une molécule diamagnétique quand le ligand il est à champ fort. Et avec une molécule paramagnétique quand le ligand il est à champ faible. L'hybridation va être différente aussi, parce que là, on se retrouve avec une D2SP3, et l'autre, c'était une SP3D2. Hop là. Donc voilà, le spin total de la molécule vaut S est égal à 0. Le complexe est diamagnétique. Sa géométrie reste octaédrique, hybridation D2SP3. Par contre, la géométrie, ça va être la même. Que ce soit SP3D2 ou D2SP3. OK, toujours octaédrique. C'est clair ou pas alors pour ce complexe? Oui, c'est clair. Sûr, tout le monde a compris? Pas hésiter à poser des questions. Hein. Cette année, c'est vraiment l'année où toutes les questions, même si vous pensez qu'elles sont bêtes, il faut les poser. Enfin, il y a vraiment aucun souci avec ça. Bon, pas tout le monde qui répond, mais bon, c'est pas grave. Tu veux que je réexplique quoi? Je réexplique le spin ou carrément l'hybridation. Pourquoi on se retrouve avec une D2SP3? Le spin? Regarde. Quand on a rempli nos cases ici, attends, je prends mon crayon. Hop là. On a rempli les cases comme ça. Comme c'était toujours le même atome, c'était toujours l'atome Fe de plus, on sait que dans sa couche D, il y avait toujours 6 électrons à placer. Donc, on a dit quoi quand c'était un ligand à champ fort? Ce qu'on fait, on va passer le tableau blanc, c'est qu'on remplit d'abord celle du bas et après celle du haut. Donc là, on a 6 électrons à placer. On fait comment? On fait 1, 2, 3,
4, 5, 6. Et là, on voit qu'il n'y a pas d'électrons qui sont tout seuls, comme, c'est la fois d'avant. Il n'y a pas un électron qui est dans une case comme ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? On a dit que tous les électrons, du coup, ils étaient appariés. Donc, quand on calcule le spin, il prend en compte que les électrons qui sont tout seuls. Là, on a 0 électrons qui sont tout seuls. Donc, 0 fois 1,5, ça fait 0. Tu es d'accord avec moi? Ok. Donc, comme le spin il est nul, on dit que la molécule, elle est diamagnétique. Tu étais là la semaine dernière ou pas? Ok, mais tu te rappelles, on avait dit que quand le spin total il est nul, la molécule elle va être diamagnétique. Et quand le spin total il est différent de 0, la molécule elle va être paramagnétique. Donc, c'est la seule différence entre les deux complexes. Parce que là, on avait un complexe avec H2O à ligand à champ fort, et à la fois d'avant, c'était un ligand à champ faible. Et on avait dit que quand c'était un ligand à champ faible, et ben le complexe, elle était paramagnétique, parce que le spin, il était différent de 0. Donc, on voit que le ligand, il permet aussi de changer le magnétisme du complexe. C'est bon là ou pas? Ok, ça va. Donc maintenant, on voit le tétrachloronickel, NiCl4 Donc Cl4, 4 liaisons de coordination. Le ligand, il est de la forme Cl-. On voit que la charge totale du complexe, elle est de -2. Donc on va retrouver le nombre d'oxydation. Donc le nombre d'oxydation, comment on fait? On a dit le Ni, on met un X. Hop là. Plus 4 fois -2. -1, pardon. Hop là. J'ai mal écrit, je vais effacer. 4 fois -1, c'est égal à -2. Parce que la charge en haut, c'est -2. Donc, ça fait que x moins 4 est égal à -2. X, du coup, est égal à +2. C'est bon? Donc, ça veut dire que le nickel, c'est Ni de plus. Voilà. Donc là, pareil, quand on remplit les cases, avec l'inversion de Klashowski, on a la 4S, elle est ici. On l'a remplie avant la 3D. Mais comme on a dit que c'est Ni de plus, ça veut dire que là, il perd 2 électrons. Donc, on se retrouve avec... on va enlever 2 électrons dans la configuration initiale. C'est ici, on les enlève. Du coup, la 4S, elle va être vide. Et on se retrouve avec une couche D où il y a 8 électrons dessus. C'est bon ou pas? Je vais un peu vite. Donc, le complexe Ni a perdu. Quoi? Non, j'ai dit que C'est bon? oui. Ouais, ça va. Donc voilà, comme on a enlevé les 2 électrons, on voit la dernière couche, c'est la 3D. La 3D, ici, le petit 8, c'est pour nous dire qu'il y a 8 électrons dans cette couche. OK. Tac, tac. Donc Cl- et champ faible, comme on a vu dans la série juste avant, là, où je vous avais dit qu'il y avait IBR ou OH, Cl, H2O après les autres. Et bien, ceux-là, c'était des ligands à champ faible. Donc le Cl-, c'est un ligand à champ faible. Donc, on a dit quoi? Toujours pareil. Ligand à champ faible, faible V de dégénérescence. On va se retrouver avec un spin fort. Hop là. Donc, voilà. On va remplir, nous, les cases pour voir comment ça marche. Donc, on a dit 3D, 8 électrons à placer. Faible V de dégénérescence. Donc, on remplit comment? On remplit comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK?
Donc là, après, en haut, il y a 2 électrons qui sont célibataires. Donc, ces électrons, donc le spin de la molécule, il va être égal à 1, parce que 2 fois 1,5, comme il y a 2 électrons qui sont seuls. Donc, la molécule, on sait déjà qu'elle va être paramagnétique. Maintenant, on va voir comment on fait pour l'hybridation. Donc, on a dit que c'était Cl4, donc ça fait 4 liaisons de coordination. Du coup, il nous faut 4 cases libres. Du coup, on va faire quoi? On va prendre une de la S et 3 de la 4P. Donc, on va se retrouver avec quoi comme hybridation? Une hybridation sp3. Donc là, vous vous rappelez déjà, tout à l'heure, on a dit hybridation sp3, c'était quoi? Hybridation sp3, ça fait une molécule tétraédrique. Vous vous rappelez? Il y a 20 minutes, quoi, on a dit ça. Donc, on va se retrouver pareil là avec cette molécule. On va se retrouver avec une molécule qui va être tétraédrique. Voilà, c'est tout. Donc là, toujours le même principe. On a hybridé ces trois-là, ces quatre-là. Ça va donner une sp3 où les atomes de chlore vont mettre leur doublé. Enfin, les ions chlore, ils vont donner leur doublé là. Donc, du coup, le spin total de la molécule, il vaut 1. Parce qu'ici, 2 électrons célibataires, 2 fois 1,5, 1. Sa géométrie est tétraédrique, hybridation sp3, c'est ce que je vous ai dit. C'est comme le méthane CH4 de tout à l'heure. C'est bon ou pas? Je suis allé un peu vite puisque c'est la même chose qu'avant. Ok, là j'ai bientôt fini, on a bientôt fini le cours. Il reste une demi-heure. Du coup, si vous avez des questions sur n'importe quoi, enfin dites-moi, hein. Moi je suis là pour ça, quoi, hein. Non, personne? Même sur des autres cours ou quoi que vous avez vu s'il y a des questions ou quoi? Non? Bon, tant pis. Ok, du coup là, on va finir. Tac, tac. Là, en fait, le prof il s'est trompé dans sa diapo, parce que c'est les diapos du cours. C'est pas le tétrachloronickel, parce que le tétrachloronickel, c'est celui qu'on a vu juste avant. Là, c'est le tétracyanonyckel. Ok, parce que là, c'est N. Donc, dans le cours, quand je vais vous l'envoyer, il faudra que vous corrigez ça. Voilà, là, il y a marqué corriger tétracyanonyckel et pas tétrachloronickel. Donc, il faut remplacer Cl- par Cn- sur le diapo. Donc, toujours pareil, 4 liaisons de coordination. Le ligand est de la forme Cn-. Donc, la charge totale, comme on a dit tout à l'heure, enfin, c'est pareil, quoi, hein. Si on fait le nombre d'oxydations, on va se retrouver toujours avec Ni de plus. Donc, la configuration externe, ça va être toujours 3 bits. Là, c'est un Cn. Cn- est un ligand à champ fort. Donc, comme on a dit, ligand à champ fort, grosse levée de dégénérescence. Et du coup, grosse levée de dégénérescence, ça donne un spin faible. Hop là. On va voir ce que ça fait pour le spin là. Donc, quand on remplit comme ça. Voilà. Tac. Hop là. Donc, on a dit qu'il y a 8 électrons à placer. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on ne va pas remplir comme ça, 1 et 2. Quand c'est à champ fort, on oublie ça et on fait comme ça. 1 et 2 là. Le deuxième, il va là. OK? Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun électron qui est tout seul. Donc le spin, il est nul. Le spin, il est nul. La molécule, elle va être diamagnétique. OK?
Et là, il nous faut toujours 4 cases pour mettre les autres et les autres 1 pour mettre les liaisons. Donc, on en a une qui est disponible avec la D. Il nous en faut encore 3 autres. Donc, on les prend où? On prend la 4S et 2 de la P. Donc, ça va donner une hybridation DSP2. Voilà. Donc, ça veut faire quoi? Ça va donner une géométrie plan carré, hybridation DSP2. La molécule, elle ressemble à ça, en fait. Donc là, vous avez ici, tac. Et en fait, c'est comme si vous la mettiez dans un plan, dans une feuille. Ça ne marche pas. Tac. Voilà, il faut juste retenir que c'est une géométrie plan carré. On a une hybridation DSP2. Je crois que le courant là, il est fini. Ah non. Ok, voilà, là, on va tout reprendre en fait. Tac, tac. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué. Comme c'est un champ fort, c'est tout ce qu'on a rempli. Bon, là, laisse tomber, du coup, ça, je l'ai expliqué. Donc, voilà, là, c'est un bilan récapitulatif. Donc, quand on a une hybridation D2-SP3 ou SP3D2, la géométrie, elle va être octaédrique. Quand c'est une hybridation SP3, c'est tétraédrique. Et quand c'est une hybridation DSP2, c'est plan carré. Donc là, on voit et en fait, pour chacun de tout ça, on peut avoir des stéréoisomères. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut bouger. Regardez. Là, par exemple, stéréoisomère pour celui-là, ça donne quoi? Là, on a un ammoniac ici, un ammoniac organique ici, un Cl ici, un Cl ici. Un stéréoisomère, c'est quoi? C'est par exemple là, le Cl, il a bougé avec ce NH3 par rapport à celui-là. Et ça donne des stéréoisomères, ça veut dire qu'ils ont des propriétés physiques différentes. Est-ce qu'il y a un point du cours que vous voulez qu'on regarde ou pas? Parce que là, j'ai fini. Bon, après, je vais mettre les questions. Mais s'il y a un point du cours que vous voulez qu'on regarde, dites-moi. Bah, en fait, est-ce qu'on peut parler le QCM et en même temps on revoit le cours? Ouais, parler En fait, avec le QCM. Je veux que oui. je mette le QCM et après on voit le cours. Allez, ça va. Alors, tac. Est-ce que là, vous voyez ou pas mon truc? Oui. Ok. Alors, vous connaissez Objectif Pass ou pas? Non. Alors, en gros, c'est un site, ça permet il y a plein de QCM dessus, il y a des écuries, vous pouvez faire des annales et tout. C'est comme Medibox, en fait, si vous voulez. Ok, ça va. Ok, bon, moi, j'avais pris ça pour travailler, ça m'a servi. C'est sympa, c'est pas super cher à l'année par rapport à Medibox. Là, je crois que si vous prenez à l'année, c'est 300 euros, un truc comme ça. Donc, pour l'année, ça va, c'est pas excessif, quoi. Donc, voilà. C'est qui veut lire les questions? Il y en a un qui lit les questions et après, on tourne. Pourquoi pas? Allez, vas-y. Alors, du coup, parmi les propositions suivantes concernant les complexes métalliques, laquelle ou lesquelles sont exactes? Je lis les propositions aussi. Ouais, vas-y, vas-y. Du coup, A, les liaisons liant le métal en position centrale au ligand sont appelées liaisons de valence. Donc, Je c'est vrai ou continue. c'est faux, ça? C'est vrai ou c'est faux, alors, ça? C'est pas covalent. Quoi? C'est pas covalent. Non, pas du tout. On a dit quoi? C'est une liaison de coordination. Ah, voilà. Ok, vas-y, on a fait la suite. La plupart des métaux peuvent former des complexes.
Ça, c'est vrai. En fait, vas-y, lis tout et après on répond aux questions. En vrai, c'est mieux. Ça va. Ouais. Le complexe métallique FeH2O6 de plus possède 6 liaisons de coordination. Le complexe métallique FeH2O6 de plus possède un ligand neutre car moléculaire. Et le complexe métallique FeH2O6 de plus possède une charge totale de... Ok, qu'est-ce que vous mettez, vous? Ben, La la B, B, il y a des conditions. Quoi? La B, elle peut être juste, mais il y a des conditions, non? Ok, oui, mais là, on te dit peuvent. Non. Du coup, la plupart peuvent. C'est Ben, pas, c'est oui, pas restrictif ou quoi. Du coup, oui, tu l'as c'est mis, vrai. quoi. Voilà. Faut pas se casser la tête, des fois. Hein. C'est tout simple. Et après, les autres, vous mettez quoi pour le reste? et après, c'est dur. Hein. C'est dur après, tu trouves? Regarde. Alors voilà, le complexe métallique possède 6 liaisons de coordination. 6 liaisons de coordination, on a dit quoi? H2O6. Ça veut dire qu'on va lier 6 H2O à l'atome de fer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a bien 6 liaisons. Donc c'est vrai. Ok? Le complexe métallique possède un ligand neutre car moléculaire. L'H2O, c'est neutre. H2O, il n'y a pas de charge. Ouais? Ah oui, Donc c'est vrai. Parce que H2O, c'est neutre. Le complexe métallique possède une charge totale de 2 plus, bah, c'est vrai, regarde, à côté, il y a marqué 2 plus. Tu vois, c'est pas très compliqué ça, en fait, hein, comme question. Tu as compris? ok. Allez, vas-y, maintenant, regarde les trucs. Du coup, c'était B, C, D, E, et que la A qui était fausse. Hop. Donc, qui c'est qui lit maintenant la deuxième question? Ça, c'était sur le début du cours qu'on a fait la dernière fois. Donc, Moi, je vas-y, hein. l'électron est considéré comme une onde électromagnétique en mouvement. C'est Cette vrai? onde électromagnétique obéit aux lois de la mécanique quantique. Ok. Elle possède une longueur d'onde proportionnelle à la masse de la particule. Elle possède une longueur d'onde inversement proportionnelle à la vitesse de la particule. Et l'onde électromagnétique est une onde stationnaire. Tu mets quoi alors? Quoi? C'est la A, Ok. Tu mets que la la A? E, la La E E? Ok. et la B, je crois. Et la D? Non, la B. La B? Ok, bon, c'est faux. Alors pourquoi? Parce que la A, bon, la A, elle est vraie, d'accord? La B, en fait, c'est pas la mécanique quantique. Comme on a dit, c'est une onde électromagnétique, ça obéit aux lois de la mécanique ondulatoire. Ok. Ok, tu te rappelles, on avait vu le premier cours. Oui, oui. Donc après, elle possède une longueur d'onde proportionnelle à la masse de la particule. Donc ça, c'est des questions que vous allez avoir de partout. Parce qu'en fait, il faut se rappeler de la formule. La formule, c'était lambda, donc la longueur d'onde, est égale à h, la constante de Planck, sur mv. Vous vous rappelez? Lambda est égal à h sur mv. C'était la première formule qu'on a vue dans le cours, dans les premières pages. C'était ça. Si je peux écrire. C'était tac. Vous avez vu cette formule, non? Mais du coup, Oui. on voit quoi? Là, on a la longueur d'onde. OK? Donc, on va pouvoir directement voir si c'est proportionnel ou pas avec autre chose. Donc, on nous dit à la masse de la particule. Est-ce que c'est proportionnel à la masse de la particule? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on monte la masse de la particule, si c'est proportionnel, la longueur d'onde, elle va monter. C'est ça la proportionnalité.
Alors que là, si on monte hop là, la masse, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la longueur d'onde, elle va diminuer. OK? Donc, ce n'est pas proportionnel, c'est inversement proportionnel. Donc, la C, elle est fausse. Par contre, elle possède une longueur d'onde inversement proportionnelle à la vitesse de la particule. Donc, ça, c'est vrai, parce que le V, il est en bas. Donc, si on monte le V, le lambda, il va diminuer, et inversement, si on diminue la vitesse, la longueur d'onde, elle va augmenter. Donc, c'est inversement proportionnel. Et après, on a dit quoi? On a dit aussi, l'onde électromagnétique est une onde stationnaire. Ça, c'est vrai, dans le cours, c'est une des premières choses qu'on dit. Voilà. Si vous voulez prendre en photo, capture la correction avec les questions. Moi, c'est bon. OK. On a aussi écrit la troisième question. Ou sinon, moi, je lis, vous me dites si vous mettez vrai ou faux. Si vous mettez vrai ou faux. Alors, parmi les propositions suivantes, concernant les liaisons entre atomes, laquelle ou lesquelles sont exactes? Donc, la molécule de difluor, on a dit que c'était 2 atomes de fluor, est une molécule diatomique homonucléaire avec un spin S qui est égal à 0, ce qui fait d'elle une molécule diamagnétique. Vous vous rappelez ou pas de cette molécule? Moi, ça, je ne me rappelle pas. Donc, je vous la remonte, regardez. Hop là. Elle est là, normalement. C'était elle, la molécule de difluor. Vous en rappelez? Du coup, la question, c'est de savoir si elle est diamagnétique ou paramagnétique. Donc, à votre avis, elle est quoi quand vous voyez ça comme ça? C'est pas, je peux me expliquer quoi. Diamagnétique et paramagnétique? Oui. Ok. Regarde, tu vois là le diagramme ou pas? Je te rappelle comment je l'avais expliqué? Un peu ou pas vite fait? Un peu. Regarde, les flèches, c'est des électrons. OK? Et on a dit toujours, quand on va regarder le spin de la molécule, on va voir si, par exemple, la flèche, elle est toute seule ou si elles sont comme ça. OK? Là, on voit qu'elles sont toutes appareillées. Appareillées, ça veut dire qu'elles sont toutes par deux. OK? Tu les vois de partout, elles sont par deux. Donc, le spin de la molécule, en fait, c'est quoi? Regardez, vous avez déjà je vous ai expliqué, non? qu'un électron, il pouvait soit prendre un demi, soit moins un demi. Vous en rappelez ça ou pas? C'est le quatrième chiffre quantique, le quatrième nombre quantique. Il peut soit prendre la valeur de plus un demi ou soit moins un demi. OK? Vous en rappelez ou pas? Qu'on avait les 4 nombres là, N, L, MS et celui-là. Enfin, ML et MS. Bon, sinon, il faut retenir que soit un électron, il a une valeur de plus un demi, soit il a une valeur de moins un demi. Donc quand il est comme ça, il vaut plus un demi. Quand il est comme ça, il vaut moins un demi. Donc, imaginez, on a un électron qui est comme ça, sa valeur, ça va être plus un demi. Donc, si on a deux électrons qui sont comme ça va faire un demi plus un demi, ça va valoir 1. Et ça, en fait, c'est le spin de la molécule. Donc, du coup, hop là. Là, on voit qu'il y en a 0 qui sont tout seuls dans ce difluor. Donc, ça veut dire quoi? S'il y en a 0 qui sont tout seuls, ça veut dire qu'il y a 0 fois 1 demi. Donc, ça fait 0. Le spin, il est nul. Donc, la molécule, elle est diamagnétique. On a dit, quand le spin, il est nul, la molécule, elle est diamagnétique. Si le spin, il est différent de 0, la molécule, elle va être paramagnétique.
Donc là, on voit que c'est égal à 0, son spin. Donc la molécule, elle va être, hop là, attendez-vous. Elle va être diamagnétique. Donc la A, elle est vraie. OK? Ok, c'est bon. Sûr? Tu peux me redemander si tu as mal compris ou quoi? Oui, je Essaye. comprends. Allez, nickel. Alors, les molécules diatomiques hétéronucléaires ont des orbitales moléculaires symétriques. Elle est vraie ou elle est fausse, celle-là? Allô? Moi, je sais pas. Alors, regarde, on te dit c'est hétéronucléaire. Donc, hétéro, ça veut dire différent. Donc, ça ne peut pas être symétrique. Ça veut dire qu'on se retrouve avec deux atomes différents. C'est comme si on avait une liaison entre un Cl avec un H. Donc, le diagramme, il ne peut pas être symétrique. Les orbitales, elles ne peuvent pas être symétriques. C'est symétrique uniquement quand il y a deux atomes qui sont les mêmes. Par exemple, le difluor, c'est symétrique. Mais si tu prends l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire HCl, ça ne va pas être symétrique. Ça va être dissymétrique. OK? Ok. Donc, il faut toujours qu'il y ait homonucléaire, c'est symétrique. Hétéronucléaire, c'est dissymétrique. Ça, il faut retenir. Homonucléaire, ça veut dire c'est le même, et hétéronucléaire, c'est différent. Donc, dissymétrique, c'est hétéronucléaire. L'acide fluorhydrique comporte une dissymétrie dans son nuage électronique. C'est vrai ou c'est faux alors, celle-là? Acide fluorhydrique, c'est FH, HF. Parce que là, c'est faux. Quoi? C'est faux. Pourquoi c'est faux? Bah, parce que elles sont différentes. Quoi? On veut la symétrique. Oui, mais là, il n'y a pas marqué symétrie, il y a marqué dissymétrie. Ah bah, c'est bien. Ok, voilà, du coup, celle-là, elle est vraie. Donc, la combinaison d'une orbitale atomique S et d'une orbitale atomique P forme un angle entre les deux axes de 180 degrés. Ça, je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Ok, du coup, c'est vrai? Oui. Ok, ça, c'est vrai. Les autres, vous êtes là ou pas? Vous pouvez répondre, hein. Bon. Les deux liaisons de l'hydrure de beryllium sont identiques. La molécule est plane. Celle-là, du Ça, je coup, vous crois que mettez quoi? ça, je crois que c'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? Bon, c'est faux, parce que l'hydrure de beryllium, c'est une molécule linéaire. Et ce prof, en fait, il pose souvent des questions comme ça. Pour lui, une molécule linéaire, elle est seulement linéaire, et une molécule plane, elle est plane. Alors que dans d'autres cours, vous verrez que les molécules linéaires, on dit aussi qu'elles sont planes. Mais dans ce cours-là, du coup, si vous tombez sur une question sur les orbitales, si on vous demande qu'une molécule, si on sait qu'une molécule elle est linéaire, et si on vous pose la question qu'on vous demande si elle est plane, eh ben c'est faux, parce que la molécule elle est seulement linéaire dans ce cours. Donc, là. Si vous voulez, prenez en capture la question. Hop là. Maintenant, la dernière question. Alors, hop là. On va faire celle-là plutôt. Donc, parmi les propositions suivantes, concernant les complexes métalliques, laquelle ou lesquelles sont exactes? Le ligand est en position centrale du complexe métallique. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? C'est vrai. Quoi? C'est vrai. Non, ce n'est pas le ligand qui est en position centrale. On a dit que c'était toujours le métal qui est en position centrale et le ligand, il va être autour du métal. OK?
Donc, c'est le métal qui est au milieu du complexe. Après, les éléments chimiques contenant des orbitales D ou F qui deviennent incomplètes par oxydation sont appelés éléments de transition. Ça, on appelle ça des métaux aussi. Vrai ou faux? Moi, je sais pas. Ok, c'est vrai ça. C'est texte au cours, c'est écrit dans le cours. Donc, les éléments qui contiennent des orbitales D ou F qui sont incomplètes, eh ben, ils sont appelés des éléments de transition. Et c'est ces éléments qui nous permettent de faire les liaisons de coordination, c'est les métaux. En fait, les éléments de transition, c'est les métaux. Donc après, troisième item, l'indice de coordination a pour plus fréquente valeur 2, 4 ou 8. C'est faux? OK. C'est Pourquoi? 2, 4 et 6. 2, 4, 6. OK, nickel. Voilà, tu as compris. Dans le complexe MLXY, Y correspond au nombre d'oxydation du métal. Ça, c'est vrai ou c'est faux? Vous êtes là les autres ou pas? Hein, vous pouvez répondre, il n'y a pas que elle qui peut répondre. Hein. Donc, Y, ça correspond au nombre d'oxydation du métal ou pas? Ça correspond au nombre d'oxydation et à la charge. Ok, mais c'est du métal ou du complexe? Le Y là. Le Y, ça englobe tout, donc c'est pas du métal. C'est seulement du complexe. Donc c'est faux. Ok? Après le ligand Br- est de champ faible, la levée de dégénérescence qu'il induira sur le métal conduira donc à un spin fort. C'est vrai? Ok, voilà ce qu'on a dit. Champ faible, ça fait spin fort. C'est ça qu'il faut retenir. Donc pour la D, Y correspond à la charge électrique globale du complexe. Le nombre d'oxydation du métal est obtenu par calcul. Ok, comme on a fait tout à l'heure, on met le X pour le métal et voilà. Donc c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Des questions ou pas? C'est bon, sinon on finit le cours. Non, ça va, moi aussi. Ok, ça va. Et ouais, là, je viens de voir le que tu as demandé, là, Joanne Dorjman. Oui, c'est payant, Objectif Pass. Voilà, c'est en plus. Et comme je te dis, je crois que c'était 300 € à l'année. Mais ça, moi, franchement, ça m'a beaucoup servi, quoi. Enfin, tu as des bons QCM dessus, ça t'entraîne bien. Ça vaut le coup, quoi. Même si vous vous mettez à deux pour le prendre avec Medibox, c'est ce que j'avais fait, moi. Voilà. Bon, allez, bonne journée et bonne chance pour le bac. C'est cette semaine, non, c'est ça? Ou la semaine prochaine? Oui, c'est cette semaine. Bon, ben, bonne chance et bon, voilà, c'est pas le plus dur à mon avis, la philo. Hein. Mhm. Allez, Merci. nickel. Allez, au revoir. À la prochaine. Au revoir.